Bonsoir, Mediapart vous propose dans ce Mediapart Live exceptionnel une contre-programmation de la présidentielle. Non pas ceux que l'on prétend être les grands candidats, mais justement ceux que certains appellent les petits candidats. C'est-à-dire ceux qui vont essayer, s'ils ont les signatures, les fameuses 500 signatures dans 30 départements différents, s'ils y arrivent, qui vont essayer de mettre à l'agenda du débat public des questions qui ne sont pas celles qui forcément tournent en boucle dans la campagne des candidats labellisés par le système en place. Et donc nous commençons ce soir avec 3 d'entre eux, et le premier que nous recevons, c'est Oscar Temaru. Yaorana, comme on dit, je crois, en polynésien, ou comme on dit dans mon pays d'enfance, Content Wezot. Alors, j'emploie ces 2 langues pour rappeler que nous allons parler avec vous d'une question qu'aucun autre candidat ne pose, qui est la question de la France, puissance coloniale, la question de ses outre-mer. La question, c'est le sens du portrait de Julien Sarthe, qui traite les Outre-mer à Mediapart et qui va m'accompagner pour cette discussion avec vous, qui vous a présenté comme le candidat de la décolonisation, le candidat du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Avant ma première question, je rappelle qui vous êtes. Vous êtes donc de Tahiti, vous êtes maire de Faa, la commune la plus peuplée des îles polynésiennes, c'est à côté de Papeete, c'est là où vous êtes né. Vous en êtes maire depuis 1983, et vous y êtes né le 1er novembre 1944. Et vous êtes surtout l'homme symbole de la gauche là-bas, mais chef de file, c'est la gauche là-bas à Tahiti, du camp indépendantiste, avec un parti, le Tavini Uiaratira, si je l'ai bien prononcé. Et donc Ma première question, c'est comment expliquez-vous que cette question, cette évidence que la France est la seule des dernières puissances coloniales à avoir des colonies directes? Je rappelle quelques chiffres. Dans l'ensemble des Outre-mer, 2,7 millions d'habitants, 4% de la population française, 17,9% du territoire terrestre. Et si on parle en revanche du domaine maritime, la France, grâce à ses territoires, a ce qu'on appelle la zone économique exclusive, la 2e du monde, derrière les États-Unis, 11 millions de kilomètres carrés. Alors, pourquoi ce que vous portez, cette question coloniale, qui a l'air derrière nous dans le monde entier, qui est toujours là en France, a tant de mal à se faire entendre? Pour vous répondre en très peu de mots, il y a 40 ans de ça, nous n'avions pas droit aux médias. C'était un sujet tabou, l'indépendance de notre pays. Et il a fallu l'arrivée de M. François Mitterrand en 1981, qui a autorisé les radios libres, que les médias locaux ont commencé à accepter quelques interviews, mais toujours avec des tabous. Et en 1983, lorsque je suis arrivé à la mairie de Faa, à la surprise de tout le monde, nous avons créé une radio libre qui s'appelle Radio Tefana, une radio indépendantiste. Alors, vous savez, quand vous me posez cette question, tout de suite, je me rappelle que, encore aujourd'hui, bon, c'est 1 minute et demie de temps d'antenne, mais à l'époque, on était interdit, c'était interdit, chez nous. Et quand je venais ici en France, les médias me recevaient, posaient des questions sur ce qui se passe chez nous. Voilà, pour expliquer la situation coloniale de notre pays. Et puis, vous savez que 1962, c'est l'accession de l'Algérie à l'indépendance. Et De Gaulle... C'est normalement la fin du domaine de l'empire colonial français. Mais il reste, c'est ce que certains ont appelé les confettis de l'empire. Exactement. Et De Gaulle cherche un autre site pour les essais nucléaires. Pourquoi ne pas l'avoir transféré ici, en France? C'est près de l'Algérie. Ou alors, dans les autres départements, je pense que les Corses auraient fait la révolution, n'auraient pas accepté ça. Ils ont choisi d'envoyer ça chez nous. Et c'est pour ça que nous disons que c'est une forme de colonialisme nucléaire. Parce que les responsables de l'armée, l'État, savaient pertinemment, avec les renseignements des Américains, qu'il y avait danger pour nos populations. Mais un tout petit peuple, qu'est-ce qu'il pèse dans cette idée d'hégémonie pour De Gaulle? Donc on peut faire ça
en Polynésie. S'il y a des dégâts par la suite, on verra bien. Et donc, aujourd'hui, c'est nous qui subissons ces problèmes de santé. Combien de personnes sont mortes contaminées par les essais nucléaires? Personne ne sait, personne ne peut nous dire. Et combien va encore subir ces conséquences? Nos enfants, nos propres enfants. Personne n'est capable de nous dire. Alors, comment appeler ça autrement que du colonialisme? 193 essais, 700 fois Hiroshima. Voilà, les essais exactement. D'abord dans l'air et ensuite Voilà. dans le sol à Mururoa. Voilà. Et nous avons passé une trentaine d'années à manifester partout dans le monde. Moi, je suis venu ici à Évry manifester, au Japon, aux États-Unis, partout dans le monde, contre ces essais nucléaires. Mais la réponse de nos adversaires a toujours été, ce sont des essais propres. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Alors, revenons à cette question, parce que vous l'avez dit dans le portrait qu'a écrit Julien sur Mediapart. Vous dites, moi, je ne cherche pas à être élu, je cherche à promouvoir cette question, qui est celle de l'indépendance, de la souveraineté, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors, 3 questions toutes simples. Comment faire l'indépendance? Comment y arriver? Comment l'imposer? Deuxièmement, est-ce que dans votre esprit, c'est se battre pour l'indépendance de tous les Outre-mer, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie, de la Réunion, etc. Et enfin, quel type d'indépendance? Quelle forme d'indépendance? Une rupture, une relation, une association? 3 questions. C'est un peu... le même combat que le Front National. Hein. Je pense que le Front National parle de... Votre combat serait le même que le Front National? Laissez-moi continuer. Hein, parle de la souveraineté de la France. La France aux Français. Nous disons la Kanaki aux Kanaks, la Corse aux Corses et la Polynésie aux Polynésiens. Et c'est là où nous ne sommes pas en phase avec Marine Le Pen. Parce que quand il s'agit des Outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie, non, vous n'y avez pas droit. C'est pas normal, ça. Il faut être en phase avec ce qu'on dit. OK, très bien, la France aux Français, mais la Polynésie aux Polynésiens également. Alors, comment y arriver? Est-ce que je peux juste vous poursuivre un petit peu sur ce point? Voyez bien que par rapport à la diversité du peuple français lui-même, liée à sa longue histoire coloniale, la France aux Français du Front National, c'est aussi une dimension d'exclusion dans le peuple. Est-ce que quand vous dites la Polynésie aux Polynésiens, la Kanaki aux Kanaks, etc., c'est la même idée de dire tout ce qui n'est pas de souche, tout ce qui n'a pas, voilà, cette idée d'une identité nationale Nous sommes un peuple hospitalier et j'espère que nous le serons toujours. Nous acceptons tout le monde chez nous. Mais il faut dire également qu'en ce moment, nous ne contrôlons rien du tout. Nous avons des jeunes qui font des études ici en France pour devenir de futurs cadres, médecins ou ingénieurs chez nous, mais les places sont déjà prises par des métropolitains. Il n'y a pas de protection d'emploi chez nous. Il n'y a pas de loi qui protège l'emploi pour nos enfants. Et c'est là où ça ne va pas. Comment y arriver? Comment y arriver? Alors, il y a des élections chez nous, des élections territoriales, des élections municipales, sénatoriales, et il y a les présidentielles. Notre pays a été réinscrit sur la liste des pays décolonisés en 2013. Vous avez réussi à faire ça uniquement pour la Polynésie? Nous avons commencé avec les Kanaks dès 1978, donc ça va faire bientôt 40 ans. Du temps de Jean-Marie Tjibaou. Voilà, notre frère Jean-Marie. Et il était question de réinscrire ces 2 pays en même temps. Au dernier moment, il m'a demandé d'attendre un peu pour la Polynésie parce qu'il avait peur que la France utilise son droit de veto. J'ai accepté, c'est le grand frère qui me demande ça. Parce qu'il était question que nous retournions l'année d'après pour la Polynésie. Mais malheureusement, vous savez ce qui s'est passé. Il a été assassiné. Donc nous avons continué cette démarche à aller rencontrer les leaders de ce monde, que ce soit sur le plan régional, sur le plan international. Et nous avons réussi ce tour de force en 2013, le 17 mai. Il y a 2 pays aujourd'hui au comité de décolonisation de l'ONU qui sont
la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Mais nous sommes 17 pays en tout, sous l'égide des Nations Unies, des pays à décoloniser qui n'ont pas le statut d'État souverain. Donc 2 sont Et donc, français. après cette réinscription, nous nous sommes dit il faut battre le fer quand il est chaud, comme on dit. Il y a les élections présidentielles, c'est un moment où nous considérons que c'est un suffrage universel où notre peuple pourra se prononcer enfin sur cette question. Parce que les autres élections, c'est les élections territoriales, c'est divisé en plusieurs circonscriptions. Là, il y aura un seul candidat, ça sera, j'espère, que les Français qui nous écoutent, les grands électeurs vont soutenir ma candidature. C'est un combat pour la liberté, c'est un combat également pour la démocratie. Car il n'y a pas de démocratie dans un pays occupé par un autre pays, dans un pays sous tutelle, ça n'existe pas. Je passe à Julien, la parole à Julien Sarthe qui va tout à fait poursuivre. Et avant d'aller plus loin, de continuer à détailler votre démarche dans le cadre de cette présidentielle, il y avait le troisième point, c'était est-ce que vous demandez l'indépendance pour tous les Outre-mer ou est-ce que votre démarche est réservée à la Polynésie? J'aimerais être le porte-parole de tous ces territoires. Mais c'est aux habitants de chaque territoire à se prononcer sur son avenir institutionnel. Pour la Polynésie, ça va être les électeurs de Polynésie qui vont se prononcer pour l'avenir institutionnel de notre pays. Et il faut laisser cette liberté aux populations de Corse ou de Kanaki qui doivent s'exprimer en 2018. Pour la Nouvelle-Calédonie uniquement. C'est un référendum est prévu en Nouvelle-Calédonie, un référendum d'autodétermination. Mais ça, on pourra en parler puisque leur démarche est quand même, enfin, on le disait, beaucoup plus avancée que la vôtre. Je ne sais pas. Enfin, ça, on le verra. Mais avant toute chose, vous parlez de remporter les élections en Polynésie, c'est-à-dire que si j'ai bien compris, et c'est ce qui était... c'était le sens de votre discours dans le précédent papier. Vous comptez remporter, oui, c'est ça, l'intégralité la majorité des suffrages en Polynésie et ensuite faire une déclaration de souveraineté. Mais venir en tête et dire nous sommes souverains. Voilà. C'est ça, puisque c'est la seule élection au suffrage universel où on vote pour un homme. Donc voilà. Mais cette déclaration de souveraineté n'aurait pas de valeur juridique, ça n'aura pas valeur de référendum. Est-ce que c'est utile selon vous? Nous sommes sous l'égide des Nations Unies. Avant de vous parler de ça, nous en avons parlé à New York. Et tout ce qu'on demande, c'est d'avoir ce soutien démocratique, cette légitimité démocratique. Ça va être le cas. Mais si la population se prononce favorablement pour l'accession de notre pays, mon programme est clair, net. Ça sera l'autoproclamation si je gagne ces élections chez nous. Mais moi, j'ai interviewé une spécialiste du droit public international qui est spécialiste de la question des pays associés dans le Pacifique en plus, et elle explique que une telle déclaration ou un tel résultat électoral ne peut avoir de sens que si la question est posée d'une façon claire, comme par exemple en Polynésie en 2018. Mais c'est un processus qui prend... En Nouvelle-Calédonie. Oui, pardon, en Nouvelle-Calédonie, mais c'est un processus qui prend beaucoup de temps. D'ailleurs, ça peut permettre de poser la question, puisqu'il n'y a pas de processus de décolonisation engagé par l'État français en Polynésie, est-ce que vous estimez que votre combat est semblable à celui des Kanaks ou est-ce qu'il y a des différences? Comment expliquer que... Cette loi que vous expliquez a été faite par des hommes. Et ce que nous allons décider, ça va être décidé par toute une population, tout un peuple. Et ça fera peut-être jurisprudence. Mais en tous les cas, pour nous, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout de nos idées. Ça fait 40 ans de combat. Et puis, dois-je rappeler que nos ancêtres n'ont jamais aliéné ce droit à l'autodétermination, alors que les lois françaises qui nous limitent parce que c'est... Non, on n'en tient pas compte. Oscar Temaru, en votant pour vous, dans votre programme c'est clair, on vote pour l'indépendance de la Polynésie. Pour retrouver notre souveraineté chez nous. Mais quelle est la formulation? Vous dites... Vous votez pour être souverain? Vous votez pour être indépendant? Pour être un peuple souverain. Il n'y a pas de pays indépendant. Nous savons bien que nous sommes appelés à vivre en interdépendance. Donc, par la suite, ça va être des accords de coopération qu'il faudra mettre en place
avec bien sûr la France qui est un partenaire historique, et puis nos partenaires les plus proches, qui sont dans les pays de la région Pacifique, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, tous ces pays du Pacifique. Voilà comment nous voyons l'avenir de notre pays. Puis le bassin Pacifique, vous savez, c'est l'avenir de notre planète. La Chine, le Japon, tous ces pays qui sont autour de nous, le bassin Pacifique est appelé à se développer très rapidement. Et puis, bien sûr, il y a aussi l'Europe. On sera un État comme les autres États, capable de négocier des accords de coopération avec qui nous voulons. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes en tête, vous faites cette déclaration de souveraineté, cette proclamation de souveraineté. Voilà. Et l'ONU, normalement, en fait quelque chose. Voilà, nous avons rencontré les pays membres des Nations Unies et tout ce qu'on nous demande, c'est ce soutien légitime, démocratique de notre peuple. Mais là, votre combat est aussi hexagonal. Il ne se limite pas au Pacifique, puisque vous entretenez des liens avec les indépendantistes et les régionalistes d'abord de l'outre-mer. On a déjà parlé de la Nouvelle-Calédonie, mais vous avez aussi des contacts en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, et aussi en France hexagonale, avec les Bretons, les Basques et les Corses, dont vous parliez tout à l'heure. D'ailleurs, publiquement, vous revendiquez régulièrement leur soutien et un combat commun. Mais cela dit, si vous obtenez les 500 signatures, est-ce qu'il sera possible d'établir un programme, ne serait-ce qu'une orientation commune, avec ces gens qui sont quand même très différents et qui ont des revendications parfois opposées? Oui, pourquoi pas. Vous savez, je vais vous dire une confidence. Nous en avons parlé à New York au cours d'une réunion avec les pays du comité de décolonisation. Eux s'étonnent qu'au XXIe siècle, que la France ait toujours des colonies. Et il est question de soulever ces questions-là lors des prochaines réunions du comité de décolonisation. Y compris pour le Pays basque ou la Corse? Non, mais qui sont ces pays, juste? Qui sont ces pays? Les pays du comité de décolonisation, c'est des grandes puissances, c'est quoi ces pays? Actuellement, c'est présidé par le Venezuela. D'accord. Il y a les pays comme Cuba. Il n'y a pas de grande puissance vraiment au comité de décolonisation. Hein. Bon. Et ce sont des questions qui intéressent beaucoup de monde. Et alors, Julien, je vais demander... Mais quels sont vos points communs avec les régionalistes bretons ou les indépendantistes corses? Est-ce que vous portez vraiment le même combat? Est-ce que vous pouvez vous revendiquer de leur soutien? Enfin, de ce que je peux vous dire, des rencontres que nous avons eues avec les Corses et les représentants de plusieurs régions de France, les Pays basques et les Bretons, il y a quand même une différence. Les élus corses sont clairs et précis sur leur avenir et avec la Bretagne, c'est plutôt des revendications régionalistes. Enfin, c'est mon analyse des rencontres que nous avons eues. Vous voulez dire qu'il y a des indépendantistes en Corse alors que c'est des régionalistes en Bretagne? Voilà, c'est un peu ça. Bon, mais à propos de Bretagne, vous avez un concurrent sur le terrain un petit peu là qui essaye de vous piquer des signatures. Vous êtes en compétition. Christian Troadec. Il devait être l'un de nos invités ce soir, mais il a eu une angine. Peut-être que c'est une angine diplomatique parce que vous êtes là. Non, c'est pas un adversaire, c'est un ami. Alors? C'est un ami et il est toujours en course, à ce que je sache. Bon. Mais vous avez des élus bretons qui vous soutiennent? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Très bien. Il y a, pour passer à un autre sujet, mais tout ça est lié, en Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes ont choisi de ne pas présenter de candidats, les partis indépendantistes, de ne pas présenter de candidats aux élections législatives, parce qu'ils estiment que ce n'est pas là leur combat. Est-ce que vous fonctionnez de la même façon ou est-ce que vous réservez la possibilité d'investir des personnes en Polynésie notamment? Oui, c'est la position de l'Union calédonienne, alors que le PALICA va présenter des candidats, tant que le FLNKS est un regroupement de plusieurs mouvements politiques. Ils ne sont pas d'accord entre eux, vous voulez dire, sur la question voilà, des législatives. Il y a des différences, mais sur l'essentiel, c'est le FLNKS. Et nous avons le soutien du FLNKS
Chez nous, nous allons tenir un congrès le 25 mars et c'est là que cette question sera débattue et décidée. Vous avez une position, des candidats. Nous avons des noms. Mon conseiller spécial qui est là, M. Mouetta Ibn Tratson, est déjà candidat. Il y a M. Richard Touhayava qui a été ex-sénateur et est également candidat. Maintenant, c'est la base qui décidera qui seront les candidats officiels. Parce que quel bilan vous tirez, vous qui observez beaucoup la situation politique des Outre-mer dans l'expression de domination coloniale française. Actuellement, à l'Assemblée nationale, il y a un député qui est en même temps le président de l'Assemblée unique de Martinique, Alfred Marijam. Son mouvement, au départ, c'est le mouvement indépendantiste martiniquais, le MIM. Donc c'est un député indépendantiste de la souveraineté nationale française. Oui, je pense qu'on se connaît bien. Nous nous sommes déjà rencontrés quelques fois et nous n'avons pas la même stratégie. Nous n'avons pas la même stratégie. D'abord, la Martinique est un département, nous sommes un territoire d'outre-mer, nous avons également des députés à l'Assemblée nationale et nous utilisons ces élections pour faire avancer le combat que nous menons pour l'accession de notre pays à la souveraineté. Ce n'est pas pour être présent ou sur la scène nationale ou internationale. Ce sont des moyens que nous utilisons pour faire avancer nos idées. En parlant de la scène nationale, vous avez passé une convention avec le Parti socialiste en 2003. À ce moment-là, c'était François Hollande qui était le secrétaire général du PS. Il s'engageait dans le texte à soutenir votre projet d'émancipation. La question est multiple. Est-ce que vous avez noué des contacts avec le PS pour vous aider dans cette démarche des 500 signatures? Est-ce que le PS vous soutient toujours? Enfin, qu'en est-il de vos relations avec le PS? Voilà, effectivement, à l'époque où il était militant, Parti socialiste, ensuite secrétaire général, on se voyait souvent et le document a été écrit en bon français, dans lequel il soutient notre combat pour notre souveraineté. Et Quelle année en 2003. Et quand il a annoncé sa candidature pour les élections présidentielles, je me suis dit, ça y est, ça va être notre soutien au niveau national et ça va avancer très très vite. Mais malheureusement, à travers les propos, les questions qu'on lui a posées, on a vite compris que ça n'était pas le cas. Bien sûr, il y a déception, mais je comprends tout ça. Je comprends tout ça. On me dit que c'est de la réelle politique. C'est comme ça qu'on appelle ça. Est-ce que vous envisagez toujours d'appeler à voter PS dans une configuration où vous êtes au premier tour, ou en tout cas, ou même si vous n'y êtes pas d'ailleurs, est-ce que vous pouvez toujours appeler à voter PS? Non, je suis candidat. Oui. Donc, voilà. Mais au second tour, au cas où le candidat socialiste, qui n'est pas forcément possible, sera au second tour. Vous appelez à voter pour lui? Au second tour, il en restera deux. Alors, si vous dites qu'il y aura un candidat socialiste, donc ça peut être Hamon ou Mélenchon, ou les médias parlent plutôt de Macron, ou je ne sais pas, de Fillon, on ne sait pas. Donc, nous attendons le résultat du premier tour et nous poserons les quelques questions qui concernent l'avenir de notre pays à ces candidats. Et ensuite, la base... Et vous attendrez leur réponse, savoir s'ils sont d'accord. Cela dit, cette majorité, enfin la majorité de la législature qui s'achève, a fait un geste qualifié par les élus polynésiens et par le gouvernement français et par la majorité socialiste d'historique envers les victimes des essais nucléaires dont on parlait au début. Désormais, les règles d'indemnisation des victimes des essais nucléaires sont changées. Il y a un facteur qui bloquait jusqu'ici toute demande d'indemnisation. Sur 1200 dossiers, une vingtaine de Polynésiens ont été indemnisés jusqu'à maintenant à cause d'un facteur risque négligeable. Ce facteur a été supprimé. Est-ce que désormais, alors que en théorie les indemnisations pourront commencer, c'est quelque chose qui vous paraît important, un acte fort de la majorité envers les Polynésiens? C'est une loi ridicule, scélérate. Vous parlez de victimes. C'est tout un peuple qui est victime de ces essais nucléaires. Ce n'est pas uniquement ceux qui sont allés travailler sur l'atoll de Mururoa. Il y a des preuves scientifiques, des gens qui sont décédés, qui n'ont jamais mis les pieds à Mururoa.
Vous voyez? Ensuite, cette loi ne parle pas des conséquences environnementales. On ne parle pas des maladies génétiquement transmissibles à cause de ces gens qui sont contaminés par les essais. Vous savez, il y a une dame qui est morte il y a une dizaine d'années, et dans ce document, les médecins précisent qu'elle a été contaminée par l'essai atmosphérique de 1972. C'est très précis. Alors on se pose la question, combien de personnes sont victimes, sont décédées dues aux essais nucléaires? Combien? Il y a des enfants chez nous qui naissent, je ne veux pas en parler parce que je suis moi-même victime de ça également. Pourquoi vous dites scélérate, cette loi? Pourquoi scélérate? C'est un mot fort. Elle n'est pas transparente, on ne parle pas des vrais problèmes de notre pays. Je viens de vous dire qu'il y a les victimes des essais nucléaires de Mururoa, ce n'est pas uniquement les employés, les gens qui sont allés travailler sur cet atoll. C'est tout un peuple, c'est toute notre population qui a été touchée, contaminée par les essais, notamment atmosphériques. Elle a été faite sans consultation avec des élus comme vous? Vous savez, des fois, on nous consulte, il y a des lois qui passent à l'Assemblée nationale et chez nous, on émet un avis défavorable 57 à l'unanimité, 57 sur 57, on n'en tient pas compte. Il y a aussi une question qui est dans l'actualité, c'est le moins qu'on puisse dire en ce moment dans l'Hexagone, c'est la moralité de la vie publique, la probité des candidats. Et en Polynésie, la vie politique est très rythmée, il y a une instabilité due au régime parlementaire en particulier. Mais les affaires rythment beaucoup la vie judiciaire, notamment celles qui suivent l'ancien président Gaston Floss, qui a récemment été en procès pour une affaire de vol de vaisselle à la présidence de la Polynésie. Mais qui, malgré toutes ces affaires, est toujours en liberté et oui, n'est pas en prison. Et président de son parti et membre actif de la vie politique locale. Quel est votre regard là-dessus? Quelle est votre position? Et je rajouterais, dans quelle mesure est-ce que le système colonial que vous décrivez engendre du clientélisme? De la corruption. Je vous remercie pour cette question parce que c'est aussi à cause de ça que je suis candidat, que l'on se bat pour être un peuple libre, parce qu'il n'y a pas de justice chez nous. Ça n'existe pas. Je sais bien que la justice n'est pas de ce monde, mais quand on voit tout ce qui se passe chez nous, et l'État a toujours fermé les yeux sur les agissements, vous parlez de l'ancien président, j'ai été... L'ancien président du territoire, hein, pas Voilà, du territoire avec toutes les affaires, et quand on voit l'attitude de la justice, vous avez très bien décrit la situation, elle n'est pas normale. Il faut qu'il y ait une justice, et la même pour tout le monde. La politique est une science morale et sociale, bien sûr. Et il faut... S'il y avait une justice dans notre pays, vous savez, la plupart de nos élus, je ne veux pas citer de noms, ne devraient plus être sur la scène politique. Dans votre programme, il y a des engagements précis sur ces questions de corruption. Je dis ça parce que, même si vous trouvez que c'est une situation de domination coloniale, le statut de la Polynésie fait qu'il y a une autonomie avec un pouvoir fiscal local. Il y a des brèches qui permettent aussi le développement de la corruption. Donc, quelles sont vos propositions, si vous y arrivez, pour que l'indépendance, il y a eu des indépendances trahies, il y a eu des indépendances avec des prévaricateurs. Comment Oscar Temaru peut-il s'engager à une indépendance qui soit vertueuse? Oui, vous parlez d'un statut d'autonomie, mais qui nous accorde certaines compétences, mais au-dessus de tout ça, vous avez le droit de souveraineté. Et ce droit-là, il s'impose partout. Et donc, c'est vraiment le pouvoir central, l'État qui dirige. C'est une collectivité, hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, ce que c'est le haut-commissaire qui a tous les pouvoirs. Voilà. Et nous sommes jugés au nom du peuple français. J'aimerais bien un jour être jugé au nom du peuple maori. Voilà la justice que nous souhaitons pour notre pays. Très bien. Alors, non, vas-y, parce que on avait une dernière question un petit peu. Vous avez expliqué que vous faisiez une candidature de témoignage un petit peu. Et en même temps,
Ce que j'aimerais savoir, c'est comment, au-delà de votre enjeu polynésien, on a parlé de la Martinique, on a parlé de la Guyane, d'où est élu Christiane Taubira. Est-ce que vous avez l'intention, dans cette campagne, d'essayer de créer une dynamique qui aille au-delà de votre propre détermination à faire cet acte? Oui, nous en avons toujours parlé avec nos frères de la Kanaki, de la Nouvelle-Calédonie. Mais c'est très difficile, hein. Vous voyez, il faut parcourir le monde, il faut aller en Corse, il faut aller en Martinique, c'est pas évident. Mais c'est une idée que nous avons toujours, on en a toujours parlé d'ailleurs. C'est pour ça que nous avons les contacts avec les élus martiniquais, guadeloupéens et corses également, et bretons. Ça fait des années. Mais pour concrétiser tout ça, moi je pense qu'aujourd'hui c'est plus facile avec les moyens, les nouvelles technologies, on va pouvoir le faire. Si, c'est vraiment de notre intention de vraiment mettre en place ce réseau, hein, à travers le monde. Hein, faire le Skype des indépendantistes. Pourquoi pas? Et puisque c'est dans la même zone géographique, la Nouvelle-Calédonie, Julien l'a dit tout à l'heure, il y a eu une échéance en 2018, mais les choses ont beaucoup tourné depuis les fameux accords qui ont suivi les drames de 1988, puis après qui ont été complétés. Comment voyez-vous la situation de Nouvelle-Calédonie avec cette échéance normalement de référendum, avec un corps électoral qui a bougé, avec les régions qui, certaines se sont enrichies avec le nickel? Comment vous regardez cette situation? D'abord, c'est une stratégie voulue et pensée par la France. Et après la signature des accords de Matignon, nous nous sommes rencontrés avec M. Jean-Marie Djibaou. Et il me l'a dit, sa stratégie à lui, c'est simplement de calmer le jeu. Parce qu'il ne pouvait plus supporter ce qui se passait chez eux, les morts qu'il y a eu. Il était accusé de tous les maux. Et qu'il serait question pour lui, une fois le calme revenu, de dénoncer ces accords. Et je vous dis, s'il était encore vivant il y a longtemps, qu'il aurait dénoncé ces accords, parce qu'il savait très bien ce que ça allait faire dans le pays kanak. Et là, aujourd'hui, il y a les élections de 2018, et là, sur cette question-là, je pense que ce sont les grands électeurs qui seront d'abord consultés. Et ensuite, il y a un deuxième référendum en 2020 et le troisième en 2022. C'est échelonné sur 3 différentes élections. Nous serons là pour les soutenir. On ira en Nouvelle-Calédonie, de Tahiti, ils me l'ont demandé, et c'est ce qu'on a toujours fait. Quand il y a des événements chez nous, ils viennent chez nous pour nous soutenir, des manifestations, ou quand il y a des élections chez eux importantes, nous aussi on se déplace pour aller en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a une grosse communauté tahitienne qui vit en Nouvelle-Calédonie également. Dernière question, vous les avez, les fameuses 500 signatures? On est à 30 jours du délai pour les déposer ce soir. On les aura, les 500. Pour les déposer, ou plutôt c'est les élus eux-mêmes qui doivent les signaler. D'ailleurs, la règle a changé, pardon. Nous avons déjà plus d'1 millier de lettres de promesses de soutien. Oui. Plus du double, donc. Voilà, plus d'1 millier, mais ils sont concentrés dans les mêmes départements. Et c'est là où nous avons des difficultés. Il faut 30 départements. Il faut 30 départements, nous sommes à 20 là, aujourd'hui, à cette heure-ci. Donc il nous reste une dizaine de départements à rencontrer. Mais les 500 signatures, je suis très optimiste, nous allons les avoir. Promesse de soutien. Maintenant, il faut concrétiser ça par l'officialisation des courriers qu'ils doivent envoyer, que chaque sponsor doit envoyer au Conseil constitutionnel. Et c'est là où il y a quelques difficultés que nous comprenons. Vieille formule, hein, un peuple qui en opprime un autre ne saurait être libre. Donc si vous êtes élu dans l'ensemble de ce qu'on appelle la République française, eh bien voilà, il manque une dizaine de départements pour que ces questions-là soient aussi présentes dans le débat de l'élection de 2017. Merci Oscar Temaru et bonne continuation et bon retour tout là-bas aux Antipodes. Nous sommes à 9h ici du soir, donc il est 10h du matin là-bas. Bonjour à Tahiti et vous aussi, soutenez la presse indépendante.